On parle beaucoup de la sélection sur Parcoursup, des études, du diplôme, mais une fois le diplôme d'état de psychomotricien en poche, qu'est-ce qu'il se passe vraiment ? Premier emploi, premier patient, premier doute. Faut-il se lancer en libéral ? Continuer avec un master, se former encore ? Aujourd'hui, on parle de l'après, de ce moment où l'on devient officiellement psychomotricien et où tout commence. Bonjour Éléonore. Bonjour Martine. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Pouvez-vous vous présenter rapidement ? Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis contente de continuer cette série. Donc moi, je suis Éléonore Courtin, je suis psychomotricienne diplômée d'État et je travaille actuellement en cabinet libéral en région parisienne. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur votre parcours ? Oui, bien sûr. Donc du coup, j'ai fait mes études en région parisienne, donc sur l'Institut de formation ISRP à Paris. Suite à l'obtention de mon diplôme d'État, j'ai poursuivi mes études dans un double master. Je préciserai peut-être un petit peu par la suite qu'est-ce que c'était ces doubles masters. Et j'ai travaillé dans un premier temps en institut auprès de jeunes enfants polyhandicapés et très rapidement, je me suis installée en libéral. Très bien. On va revenir sur le passage d'étudiante à professionnelle. Je pense qu'il y a un moment marquant pour tous les étudiants, c'est la diplomation, le jour du DE, donc de la remise du diplôme d'État. Quelle était votre émotion ? Est-ce que vous arrivez à vous en souvenir ? Oui, j'arrive à m'en souvenir. Alors, il y a eu plusieurs étapes, puisqu'en fait, on a l'arrêt des cours assez tôt, puisqu'on termine notre mémoire de fin d'études. Ensuite, on a nos épreuves officielles du diplôme d'État. Donc, soit on commence par les mises en situation professionnelle, soit on commence par la soutenance du mémoire. Et bien évidemment, avant, il y a eu toute la rédaction. Donc, finalement, à partir de mai, on est déjà dans l'arrêt de nos études, on commence à se projeter en tant que psychomotricien. Donc, quand les résultats sont tombés, j'étais sans prétention, bien évidemment, mais je savais que j'avais plutôt bien réussi ma scolarité. Donc, je savais que j'allais l'avoir. Donc, j'étais bien évidemment soulagée quand j'ai vu les résultats. Mais le moment marquant, ça reste quand même la remise des diplômes où, en fait, nos familles sont là. On a officiellement notre diplôme sous les yeux. Donc, ça y est, c'est concret. Ça marque un tournant après 3 ans d'études intenses. Donc, oui, c'est vrai que c'est un souvenir vraiment important en tant que professionnel par la suite, cette remise de diplôme. Et après 3 ans d'études, est-ce que vous vous sentiez prête ? Oui. Après, c'est vraiment propre à chacun, parce que j'ai des camarades qui n'étaient pas forcément prêts et qui se posaient beaucoup de questions. C'est vrai que j'ai eu la chance en 3e année de faire 3 stages. J'avais pas choisi la voie de l'alternance, mais c'est vrai qu'au cours de ces 3 stages, notamment 2 en exercice libéral, j'ai vraiment pu développer mon identité professionnelle. Et je vous cache pas que j'avais quand même qu'une envie, c'est d'être sur le terrain seule, même si je savais que j'allais encore apprendre beaucoup de choses. Mais je me sentais prête. J'ai pas tardé finalement à avoir une activité professionnelle parce que dès fin août, j'ai eu mon premier emploi. Donc, on a été diplômés début juillet. Ouais, ça a été très rapide. Mais j'avais vraiment envie... je me sentais prête. Après, vous connaissez mon parcours. J'ai pas étudié tout de suite après mon bac. Donc, je suis sortie à 21 ans. Non, plus de 21 ans. J'avais sorti presque à 23 ans. Donc, j'avais envie de travailler. Est-ce que vous avez un souvenir à nous délivrer avec un premier patient ? Votre premier patient, le tout premier patient à la sortie des études. Je parle pas de stage, ni de... Voilà. Le premier patient, un souvenir. J'aurais pas forcément le premier patient en souvenir. J'ai plutôt la première rencontre avec les professionnels qui se connaissaient très bien parce que ça faisait des années qu'ils arrivaient et je remplaçais une psychomotricienne qui était vraiment très appréciée par l'équipe. Donc, c'était plutôt comment je vais réussir à gagner ma place dans cette équipe. J'étais beaucoup à l'écoute, j'essayais de comprendre qui travaillait où. En plus, il y avait 2 unités, l'unité des plus grands, l'unité des plus petits, donc fallait commencer un petit peu à se repérer. Par chance, il y avait une psychomotricienne aussi qui était à mi-temps, donc j'ai pu échanger avec elle. Et en fait, ils nous demandaient au début de prendre le temps de découvrir les enfants
avant de faire des prises en charge. Et c'est vrai qu'au bout de 2 semaines, moi, j'avais envie quand même de commencer à avoir des séances individuelles avec les enfants. Je me rappellerai pas le premier patient, mais plutôt les histoires de vie de plusieurs enfants. Le polyhandicap, c'est quand même un milieu qui est assez difficile au niveau des histoires de vie, même physiquement. Parfois, il y a vraiment des malformations. Il y a beaucoup d'enfants qui sont appareillés, donc ça peut être violent en termes d'image, même si je l'avais déjà eu en stage. C'est vrai que là, en tant que professionnel, c'est pas la même chose. Et je me rappelle surtout des histoires de vie. Donc, il y a eu des enfants bébés secoués, il y a des enfants qui ont eu des grosses chutes, où il y a eu des gros accidents et des grosses séquelles. Donc, c'est plutôt ces histoires de vie que je me rappelle qui m'ont marqué, pour le coup. Alors, on va pas parler d'erreurs, parce qu'on va pas faire peur. On va pas faire peur à tout le monde. Ah, mais il y en a quand même. Est-ce qu'il y a eu... on va pas parler d'erreurs, mais est-ce qu'il y a eu un premier moment de stress, ou un moment de stress qui vous a marqué? Oui, notamment dans ce premier emploi, parce qu'il y avait une petite fille atteinte de trisomie 21. Et en fait, c'est les équipes de l'unité qui ont expliqué qu'elle avait une vraie fragilité au niveau des cervicales, au niveau de C3 et C4, et qu'il fallait que je fasse très attention dans les séances, parce que en fonction de ce que je proposais comme activité, si elle faisait une mauvaise chute ou, imaginons, on fait de la motricité, je lui proposais de faire une roulade, si elle faisait une mauvaise position à la roulade, risque de paralysie, voire de tétraplégie. Donc là, j'ai dit... Ah oui, ok, donc là, on rigole pas, il va falloir que je sois très vigilante. Et c'est vrai que j'ai appréhendé beaucoup les séances du coup avec cet enfant. Donc c'est un premier moment de stress. Après, des erreurs, on en fait tous. C'est normal, on n'est pas des robots. Et je pense que c'est aussi intéressant... Alors, quand on est au libéral, bien évidemment, il y a l'enjeu avec les parents, il faut faire attention à ce qu'on fait. Mais en même temps, l'erreur, elle est humaine. Et avec nos patients, c'est aussi important de leur dire... Voilà, là, j'ai pas été à 100% et j'ai fait une erreur, mais je vais me rattraper. Et au même titre que tu peux faire des erreurs et rien n'est irréparable. Donc, Et à quel moment vous vous êtes senti, s'il y a eu un moment, légitime après la diplomation, après votre parcours, enfin vos différents parcours et votre expérience, à quel moment vous vous êtes dit ça y est, ou peut-être que vous ne vous l'êtes pas dit, à quel moment je suis légitime? C'est une excellente question. Sachant que dans notre formation, on nous apprend que pour être un bon thérapeute, il faut se remettre en question régulièrement. Donc, on a plusieurs casquettes, thérapeute, rééducateur. Donc, c'est vrai qu'on se re-questionne beaucoup sur notre pratique et c'est ce qui nous fait avancer. Je pense qu'on se sent légitime à plusieurs moments différents. Notamment, je fais le parallèle entre le travail en institution et le travail en libéral. C'est vrai que dans le travail en institution, on fait beaucoup de réunions d'équipe. Et en tant que psychomotricien, notre place, elle est quand même importante. Et il faut se sentir légitime de prendre la parole dans ces réunions pour expliquer quelles sont les difficultés de l'enfant et en quoi, en psychomotricité, on peut l'aider. Donc, c'est vrai que sur ces premières réunions, quand on m'a demandé mon avis et que les personnes ont acquiescé ou ils ont dit « Ah oui, ça, c'est pas mal », effectivement, c'est glorifiant et on se dit « Bon, ok, donc j'ai ma place. » Et c'est là où ce côté légitime va arriver. En libéral, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on n'a pas forcément ce retour dans les équipes. On va plutôt avoir le retour soit par des échanges professionnels avec d'autres professionnels paramédicaux ou des médecins, ou alors avec les familles qui vont nous faire des retours en disant j'ai vu un progrès, je vous remercie, ça a débloqué telle chose, ou c'est vrai qu'au quotidien, c'est plus facile. C'est à ce moment-là qu'on se sentira un peu plus légitime. Mais c'est important de montrer quand même devant les parents. Donc moi, majoritairement, vous l'avez compris, je travaille en pédiatrie. Mais c'est important de montrer aux parents qu'on est quand même confiant. Après, ça ne veut pas dire que sur les premières séances avec les parents, on est à l'aise. Donc il faut faire bonne figure, bien évidemment. Et au fur et à mesure, je pense que notre légitimité, elle arrive par l'expérience. Alors, Éléonore, je vous laisse le choix de m'expliquer votre premier choc, soit en institution ou au sein de votre cabinet libéral, de votre premier choc entre théorie et réalité. Ouh, il y en a plein. Il y en a plein. Pas qu'on n'est pas bien formé, mais c'est juste, en fait,
Souvent, quand on nous explique des choses en pratique, pratique théorique, avec des patients fictifs, ça paraît simple. Sauf qu'en fait, après, les patients, ils ont leurs émotions, ils ont leurs états d'âme de la journée. Donc, c'est vrai que ça reste toujours difficile. J'ai une anecdote que je raconte souvent. C'est plutôt une vraie difficulté que j'ai rencontrée avec une famille un jour. Donc, il y a une famille qui arrive avec un enfant qui a des retards dans son développement, des sacrés retards pour le coup, et beaucoup de signes évocateurs d'un trouble du spectre de l'autisme. Et étant le premier professionnel qui intervient dans ce parcours d'orientation, on ne pose pas de diagnostic, mais on émet des hypothèses de diagnostic. Et c'est vrai que les parents questionnent régulièrement, même s'ils ne veulent pas forcément entendre ce diagnostic. Ils se sont quand même souvent renseignés, donc ils posent des questions. Et effectivement, j'émets l'hypothèse d'un potentiel trouble du spectre de l'autisme. Et je leur dis, mais c'est notre première rencontre, on va se faire une deuxième session de bilan. On va voir ce que ça donne. C'est peut-être qu'il est stressé, pris dans les émotions. L'annonce, bien évidemment, ne se passe pas forcément très bien, ce que je peux bien évidemment entendre. Et donc, on se revoit. Effectivement, il y a beaucoup de signes évocateurs, beaucoup de particularités sensorielles, très peu d'interactions, des intérêts très restreints. Donc, là, par rapport à ma théorie, il y a beaucoup de signes cochés quand même pour un éventuel, en tout cas, trouble du neurodéveloppement qui s'approcherait d'un trouble du spectre de l'autisme. Donc, je demande à la famille de continuer les bilans, d'aller voir un neuropsychologue pour confirmer des signes cliniques, d'aller voir un neuropédiatre ou un pédopsychiatre pour confirmer le diagnostic. Et donc la famille continue, effectivement, le neuropsychologue confirme les hypothèses de diagnostic. Et par la suite, elle va voir une psychanalyste qui lui explique que l'enfant va très bien et que c'est à cause de la maman que l'enfant ne va pas bien, qu'il y a eu des chocs émotionnels et donc, en fait, non, ça va s'arranger. Et elle me dit, mais de toute manière, vous êtes jeune diplômé, donc c'est peut-être que vous vous trompez, vous faites une erreur. Je lui ai dit, écoutez, c'est pas parce qu'on est jeune diplômé qu'on ne sait pas. Et là, c'est très difficile de garder son calme, en fait, avec la famille. Parce qu'effectivement, nous, en tant que jeunes diplômés, on peut remettre notre avis en question. Est-ce qu'on a bien observé ? On se pose beaucoup de questions. On est très vigilants au début. Et en fait, je ne sais pas ce qui est devenu cette famille. Parce que j'ai dit que c'était très difficile de travailler quand on avait des opinions et surtout des courants de pensée différentes. Donc voilà, au bout d'un moment, on a mis un terme à cette prise en charge parce que ça pouvait pas avancer. Mais ça, c'est difficile. Parce que en fait, on nous apprend que les familles sont souvent à l'écoute. Parfois, ça peut être difficile dans l'approche du diagnostic, mais quand il y a des façons de penser différentes qui s'opposent, des façons de penser qui s'opposent, bien évidemment, c'est difficile. Alors, je vais vous poser une question piège. Qu'est-ce qui est plus difficile ? Une réponse, clinique ou posture ? En étant jeune diplômé, premier emploi. En étant jeune diplômé. Jeune diplômé, premier emploi. Plus difficile, posture. Clinique ou posture ? Posture. Parce que la clinique, on l'a choisie. Et la posture ? On l'acquiert par la suite, par l'expérience. Ok. Mais la clinique, on l'a choisie. Donc, globalement, on sait à quoi s'attendre. Sauf si on sort de notre zone de confort. Mais moi, je savais à quoi m'attendre dans ma clinique. Et pareil, premier emploi, qu'est-ce qui est plus difficile, travailler en équipe ou solitude ? Un peu difficile pour vous qui avez exercé dans les deux. Dans les deux. Ça dépend du caractère. Ça dépend sincèrement du caractère. Ça dépend aussi des équipes, pour le coup. J'avais pas eu des très bonnes expériences en travail d'équipe dans mes stages. Et c'est vrai que sur mon premier emploi, j'ai eu la chance d'avoir des équipes dans les unités extraordinaires qui m'ont vraiment réconciliée avec le travail institutionnel. Elles étaient prévenantes, elles connaissaient les enfants parfaitement. Et pourtant, elles n'avaient pas cette connaissance sur le paramédical et la partie clinique, pathologique. Mais elles m'ont beaucoup aidée à connaître bien les enfants, à comprendre leurs réactions et même parfois à réajuster ma manière d'aborder les choses avec les enfants. Donc ça m'a vraiment réconciliée. Et en même temps, le travail en équipe est parfois difficile, notamment quand on ne respecte pas forcément la salle de psychomotricité qui devient une salle de réunion, alors qu'on a des consultations à faire en individuel. Donc là, pour le coup, c'est assez compliqué. Mais je ne me suis pas forcément sentie seule. Alors après, il y avait une psychomotricienne déjà en poste, donc je pense que ça a pu aider. Mais même en libéral, je ne me suis jamais sentie seule.
En fait, on a toujours nos camarades de promo. Après, donc, moi, j'ai continué en master. Donc, j'ai rencontré aussi d'autres psychomotriciennes diplômés, avec parfois un peu plus d'expérience. Donc, on n'est pas seul. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même une certaine accessibilité, que ce soit sur les réseaux pour trouver de l'appui, que ce soit des réseaux professionnels ou même encore Facebook, où il y a pas mal de groupes de psychomotriciens, psychomotriciennes. Donc, on se sent pas vraiment seul, je trouve, si on vient chercher de l'aide, en tout cas. Et est-ce que vous avez déjà eu envie d'arrêter ? On parle toujours dans le cadre de votre première prise de poste, pardon. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, non. Oui. C'est honnête. Oui, et en plus de ça, j'avais la chance que ce soit un CDD. Donc, pour le coup, ça m'arrangeait bien parce que j'ai pas prolongé mon CDD, malgré une demande de l'institution. Pour plusieurs raisons. Déjà, je faisais 2 masters en même temps. Donc, je pensais avoir de la flexibilité avec un travail salarié. Et en fait, pas vraiment. J'avais des petits horaires, entre guillemets, parce que j'étais sur un 75%. Donc, je faisais à peu près 9h, 16h30. Mais j'étais assez fatiguée parce que la population... des personnes polyhandicapées, c'est vrai que c'est très intense, on donne beaucoup en termes d'énergie. Et avec les 2 masters, j'étais un peu fatiguée par ce rythme. Mais également parce qu'il y avait quelques dysfonctionnements au niveau de l'administration. Et j'avais du mal à m'entendre avec la chef de service. Donc, ça m'arrangeait bien. Voilà. Et en fait, rapidement, j'ai eu l'opportunité de partir en remplacement en libéral. Voilà. Alors finalement, le rythme n'était pas du tout plus léger. Mais c'est vrai que j'aime ce monde du libéral. J'aime le fait que ça soit dynamique, on s'ennuie pas, ça change toutes les 45 minutes. On a une vraie variété aussi dans les patients. Donc dans la clinique, c'est très varié sur la journée. Donc pour moi, c'est très stimulant et j'aime beaucoup. Alors ok, mais... Le libéral, c'est avoir son cabinet, son propre cabinet et sa propre patientèle. Au niveau financier, ça se passe comment ? Administratif, ça fait peur parce que psychomotricien, je vais peut-être mal le dire, mais la vocation, c'est pas de gérer de l'administratif et de gérer les sous. Donc comment est-ce que vous gérez ça, la partie financière ? C'est vrai, c'est un fait. C'est pour ça que j'ai appréhendé en fait de me mettre en libéral à la sortie du diplôme. En plus, avec les 2 masters, j'ai préféré opter pour cette option salariée. Je peux tout à fait comprendre qu'on soit stressé de se mettre en libéral à la sortie du diplôme. Il y a l'avantage aussi de pouvoir se mettre en remplacement. Souvent, il y a des congés maternité où il y a des personnes aussi qui ont besoin de partir faire de l'humanitaire ou voir autre chose. Donc, ils proposent des remplacements sur un certain temps et ça permet de se faire la main. Notamment quand on doit se lancer dans l'administratif, que on doit créer une auto-entreprise, on doit payer des impôts à l'URSSAF. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à apprendre sur le terrain. C'est vrai qu'on n'a pas trop de formation en fait au cours de nos études par rapport à ça. Je sais pas aujourd'hui si ça a été modifié dans les programmes, mais c'est vrai qu'en tout cas à l'époque où je suis sortie, c'était pas forcément le cas. Comment on gère tout ça ? Quand on est en remplacement, la patientèle, elle est déjà créée. Donc, finalement, c'est assez facile d'apprendre à avoir le rythme du libéral, les bilans, gérer les patients, les demandes entrantes, ce genre de choses. Mais, moi, après ce remplacement, je me suis installée à mon compte dans un cabinet qui était soi-disant préexistant, mais en fait, il y avait 3 patients. Donc, j'ai dû quand même reconstruire pas mal de choses. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est d'appeler les psychomotriciennes présentes dans la ville pour dire que j'allais reprendre ce cabinet, que je m'installais à cet endroit-là et que si elles avaient besoin d'échanger ou si elles avaient des domaines de prédilection sur lesquels j'étais pas à l'aise, je pouvais réorienter facilement. Et moi, je voulais travailler en bonne intelligence avec mes collègues psychomotriciennes. Et c'est vrai qu'il y a un gros cabinet du centre qui m'a redirigé un peu des patients de leur liste d'attente pour m'aider à m'installer. Donc j'ai trouvé ça quand même assez sympa. C'est pas toujours le cas dans certaines villes. Il y a quand même pas mal parfois de concurrence. Mais en fait, il y a quand même du travail pour tout le monde. Et après, bien évidemment, Doctolib nous aide à faire un nom. Ensuite, on se rapproche des écoles, des médecins généralistes. Moi, pour mon vrai cabinet, on va dire, je me suis installée dans un centre
disciplinaire, on peut dire ça. Bon, il y avait 4 salles, donc c'était pas un gros cabinet, mais il y avait une médecin généraliste, une ostéopathe et une sage-femme. Et en fait, j'aurais jamais pensé pouvoir collaborer avec des ostéopathes ou avec des sages-femmes. Et finalement, on peut vraiment travailler avec différents corps de métier. Et ça m'a aidé aussi à avoir une visibilité au fur et à mesure avec mes patients. Après, là où je suis, le bouche à oreille, ça marche. Voilà, ça aide beaucoup à se lancer. Donc la clé du libéral, si je peux le dire comme ça, c'est se faire connaître et puis travailler en mutualisation pour se développer et que ça fonctionne, quoi. Oui, parce qu'il y a aussi en plus des comités territoriaux de professionnels de santé qui sont arrivés, donc les CPTS plus couramment. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça aide à se faire connaître. Après, je vous cache pas qu'il faut quand même bien travailler au début. C'est hyper important de se rendre disponible, de travailler entre guillemets vite mais bien, en se montrant disponible. L'aspect financier, c'est quand même un gros enjeu parce que moi, j'ai démarré cabinet presque vide, 3 patients pour couvrir des frais mensuels avec, là, pour le coup, j'avais le loyer, les URSSAF, les assurances, 3 patients par semaine, ça remplit pas du tout les factures à payer. Donc, même si on a une exonération des frais au début quand on s'installe, qui nous aide un petit peu, on est vite régularisé par l'URSSAF, donc il faut quand même remplir. Donc, moi, je me suis rendue disponible les mercredis et les samedis. Je travaillais sur des grosses journées et c'est vrai que j'ai pas compté mes heures au début. Donc, quand on s'installe en libéral, il faut pas compter ses heures. Et vous êtes épanouie aujourd'hui ou pas ? Oui, moi, je me régale dans ma clinique tous les jours. C'est pas facile tous les jours, hein. On va pas dire que c'est tout beau, tout rose. Il y a des fois, on n'a pas forcément envie d'aller travailler, mais je pense comme tout le monde, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'est pas forcément disponible. Mais je trouve que ça apporte beaucoup au quotidien. Alors après, je suis en pédiatrie, c'est vrai que les enfants sont toujours des petits soleils. Parfois un petit peu des petits démons aussi. On voit pas que des enfants toujours très simples. Il y en a pour qui on s'arrache les cheveux, mais souvent après, on les aime bien quand même. Voilà. Moi, je les appelle des fois les attachants parce qu'ils sont sur la séance. Et en fait, quand ils progressent, on est vraiment fiers d'eux et voilà. Mais oui, je suis épanouie dans ma pratique professionnelle et dans ma profession aujourd'hui. C'est vrai que je continue de me former, parce qu'on apprend toujours, les neurosciences évoluent, mais oui, au quotidien, c'est super. On va revenir sur votre parcours de formation. Donc, vous avez obtenu le diplôme d'état de psychomotricien et ensuite, je crois que vous avez fait un master. Pourquoi est-ce que vous avez opté pour la poursuite d'études après le DE de psychomotricien ? Alors, effectivement, j'ai fait un master international en psychomotricité au sein de l'ISRP, donc là, sur 2 ans. Et j'ai eu aussi la possibilité de rentrer en master 2 en sciences du langage. Donc, c'est un master en sciences humaines et sociales à Nanterre, Université Paris 10. Je vais commencer par celui qui a duré 1 an, donc celui du Master 2. C'était une continuité avec mon sujet de mémoire de fin d'études. Donc, je m'étais questionnée sur le lien entre l'émergence du langage, c'est le jeune enfant, et le développement psychomoteur. Et ce Master 2 me permettait d'approfondir des sujets que j'avais traités dans mon mémoire sur le langage. C'est vrai que c'est plutôt un mémoire qui est de base réservé aux orthophonistes, mais il y avait des cours très intéressants qui allaient me servir dans ma pratique, notamment beaucoup de cours sur tout ce qui était dyslexie. C'est vrai que j'avais quand même le projet de me mettre en libéral et fatalement, on allait rencontrer des enfants avec des dys, notamment de la dyslexie. Donc, ça m'a permis de comprendre vraiment le fonctionnement de ces troubles-là. On a également eu des cours en langue des signes. Donc, j'ai appris la langue des signes française, ce qui m'aide aujourd'hui dans mes pratiques. Donc, pas mal de petits cours supplémentaires sur tout ce fonctionnement-là. Pourquoi j'ai choisi de développer ? Parce que je trouvais ça intéressant de poursuivre sur de la recherche, sur un approfondissement aussi théorique. Et là, pour le coup, c'était vraiment très théorique. Je dis pas que je manquais de ça, mais j'avais envie de continuer, de travailler sur cette manière de réfléchir. Mais est-ce que le master vous a donné plus de réponses ou plus d'exigences ou est-ce que ça a changé quelque chose dans votre pratique ? Qu'est-ce que ça a changé pour vous de faire le master ?
Alors, le Master 2 en sciences du langage, ça m'a pas changé énormément de choses, si ce n'est avoir un esprit scientifique plus poussé, puisqu'en fait, on va toujours chercher la source de la source de la source qui a écrit quelque chose. Donc, on vient vraiment essayer de comprendre tout un sujet dans sa globalité. Le Master international en psychomotricité à l'ISRP, pour le coup, m'a changé un peu plus ma façon de voir les choses. C'est un master avec 4 blocs, notamment un bloc d'enseignement, un bloc de formation, de management et de recherche. Donc là, en plus, dans ma profession, donc c'est vrai que ça m'a appris à comprendre des recherches en psychomotricité, de comprendre un peu plus de fonctionnement aussi au niveau neurodéveloppemental et des compétences transverses que je n'avais pas du tout avec le diplôme d'État pour le coup, puisque là, j'ai eu des compétences en management, en formation, ce qui m'a donné en fait la possibilité aussi de faire des interventions en tant qu'enseignante pour le coup au sein de l'ISRP. Étant un master international, j'ai aussi appris à aller chercher de la littérature internationale, de pas appréhender, de lire des choses en anglais, en espagnol. Donc c'est aussi un plus parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'étranger. Je dis pas qu'en France on n'avance pas, c'est pas du tout ça, parce qu'en France il y a aussi des recherches très pertinentes. Mais voilà, ça m'a ouvert en fait mon champ de recherche, et je pense que c'est un plus aujourd'hui dans ma façon de pratiquer. D'accord. Alors, on parle beaucoup là, on a parlé de diplôme, de formation diplômante. Est-ce qu'être un bon psychomotricien, c'est multiplier les formations ? Alors, je sais qu'il existe des formations continues, avec la possibilité de se former tout au long de sa carrière. Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que c'est essentiel aujourd'hui ? Alors oui, ça c'est sûr que c'est essentiel, et d'une part c'est obligatoire normalement dans notre diplôme. On a une obligation de se former, que ça soit un jour, 2 jours, ou une vraie formation diplômante telle qu'un diplôme universitaire ou des certifications, des choses comme ça. Pour ma part, je pense que c'est important de continuer de se former parce que ça change en permanence. On a les recommandations des bonnes pratiques au niveau de la Haute Autorité de Santé aussi à suivre normalement. Donc quand on n'a pas forcément le temps de faire ses recherches, au moins se former pour savoir qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qu'on peut continuer de faire, qu'est-ce qu'on doit arrêter de faire. Et puis pour ma part, faire beaucoup de formations, c'est pas forcément négatif. Faut surtout pas s'éparpiller parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de pensées, de façons de travailler aujourd'hui. Je pense qu'il est important, c'est de faire en fonction de ce dont on a besoin. Moi, je me suis formée un peu plus sur les troubles du neurodéveloppement parce qu'en libéral, on rencontre beaucoup d'enfants. Là, je suis en train de faire une certification en graphomotricité. Et dans les prochaines étapes, ça serait de continuer de me former sur tout ce qui est hypotonie chez le nourrisson, parce que je reçois beaucoup de petits aussi au cabinet. Donc voilà, on continue d'approfondir, d'apprendre. C'est toute une richesse, je pense, de continuer de se former. Alors aujourd'hui, Éléonore, comment vous vous définissez ? Moi ? Oui, vous, Éléonore. En tant que psychomotricienne, comment je me définis ? Je pense que je suis une psychomotricienne passionnée par mon travail, qui a vraiment envie de partager ses connaissances. Parce que c'est vrai que je reçois aussi pas mal de stagiaires au cabinet et c'est vraiment un plaisir de les accompagner. Donc j'ai à cœur de transmettre, que ça soit sur le plan professionnel aux stagiaires, aux familles aussi, de les accompagner, puis surtout que les enfants s'en sortent. Moi, ça, c'est vraiment mon objectif et mon but ultime, c'est de les voir progresser au quotidien. Et on n'attend pas toujours un merci, on attend juste de voir que c'est facile pour eux. C'est vrai qu'il y a des enfants que j'accompagne sur du long terme. Et je les ai, pour certains, accompagnés à partir de leurs 4 mois. Aujourd'hui, ils sont en petite section, ça progresse. C'est vrai que on aime bien les voir se grandir, se développer. Donc, je ne sais pas comment me définir. Ouais, psychomotricienne passionnée. Je pense que c'est déjà très bien. Et qu'est-ce qui a le plus évolué depuis votre diplôme ? J'ai cru comprendre que vous avez voyagé à l'international. Oui. Effectivement, avec le master international, j'ai eu l'opportunité de faire de la formation sur les troubles du neurodéveloppement en Chine. Donc, une expérience incroyable que je ne pensais jamais faire quand je suis rentrée en tant qu'étudiante en psychomotricité. Surtout que j'ai eu un parcours scolaire au lycée qui a été difficile. Donc, c'est quand même des grosses responsabilités. Donc, ce qui a changé, je pense, c'est ma façon de travailler au fur et à mesure, notamment avec les masters où on est quand même de plus en plus précis. On vient chercher vraiment du détail, faire du lien.
on se creuse vraiment la tête pour faire un maximum de liens théorico-cliniques. Et ce qui a changé, je pense, c'est aussi mon regard dans ma profession, dans le sens où c'est vrai, quand on est jeune diplômé et qu'on s'installe, on a un emploi du temps très flexible. Maintenant, j'ai une vie de famille, donc c'est vrai que j'ai aussi réduit cette flexibilité-là. Et finalement, c'est important de garder ce cadre professionnel qu'on se laisse déborder en début de carrière. Et aujourd'hui, mon cadre professionnel entre mon équilibre professionnel et mon équilibre personnel est très important. Donc je pense que c'est ça qui a beaucoup changé ces derniers temps, en tout cas. Et la question si vous reveniez au lendemain du diplôme d'État, vous changeriez quoi? Rien, je pense. Enfin, je pense que, comme pas mal de choses dans la vie, ça n'arrive pas par hasard. Donc, je pense que le chemin parcouru, qui est à rencontrer pas mal d'étapes et parfois de difficultés, notamment 2 masters, je ne conseille pas de le faire parce que c'est quand même assez fatigant avec pas mal de prises de poste en même temps. Mais ça m'a quand même appris beaucoup de choses sur moi et sur une façon de travailler qui, aujourd'hui, je pense, fait la professionnelle que je suis aujourd'hui. Merci Éléonore. Avec plaisir, merci Martine. Le diplôme n'est pas une arrivée, c'est un point de départ. On croit qu'il faut tout savoir, être prêt, être sûr, mais devenir psychomotricien, c'est accepter d'apprendre encore, de douter, d'évoluer. Le premier emploi façonne, le libéral révèle, le master structure, et au milieu de tout ça, on construit sa propre manière de soigner. Et si vous êtes jeune diplômé, respirez, vous êtes exactement là où vous devez être.